Donc ce soir, c'est une soirée un peu particulière puisque nous accueillons, comment dirais-je, parce que c'est vrai que Michel Suffren était aussi un ami et que je regarde Colette, son épouse, qui est là et que Monsieur le maire a inauguré la place Michel Suffren il y a combien de temps maintenant ? En juillet 2021. En juillet 2021, place la petite machine est sur la place Michel Suffren. Donc il y a beaucoup de liens qui nous lient et qui nous unissent ce soir. Donc la maison d'édition Execo, dont Claire Poisson, l'éditrice, est présente ce soir, a édité La Lisière, qui est un texte inédit de Michel Suffren. Donc en fait, Monsieur le maire nous fait l'immense plaisir d'être là. Évidemment dans sa qualité de maire et aussi de qualité d'ami, puisque c'était un ami Michel, et Yves Simon est là aussi en qualité d'ami. Donc je vais leur laisser la parole. Claire va animer cette rencontre qui va durer environ 45 minutes, qui va être un échange un petit peu informel, spontané, autour de la personnalité que fut et qu'est toujours ce grand écrivain qu'est Michel Suffren. Donc je vous remercie Colette et Claire d'avoir sollicité la machine à lire pour cette soirée, ça nous touche énormément. Je vous remercie Monsieur le maire et toi Yves Simon d'être là et je vous dis à tout à l'heure. Bonsoir. Alors, donc comme il a été expliqué, je suis l'éditrice de ce roman et c'est un peu particulier pour moi parce qu'habituellement je suis directrice de collection en théâtre et en poésie. C'est la première fois que j'édite un roman. Et je vais vous expliquer un petit peu la genèse de comment nous sommes rencontrés aussi pour compléter cette présentation qui vient de vous être faite. Alors tout a commencé par la rencontre avec Yves Simon ici présent, donc, qui était un ami de Michel Suffren. Et bon, que vous connaissez probablement en tant que le guide passionné de Bordeaux qu'il est. Et un jour, donc, je demande à Yves qui est ce Michel Suffren qui a une place à son nom. Je vois écrit écrivain bordelais, ça me donne tout de suite envie de me renseigner sur le personnage. Et Yves me prête un paquet de livres. Donc je le fusille un peu du regard en disant j'ai déjà beaucoup de choses à faire, franchement, est-ce que c'est le moment ? Et j'ai ouvert le premier livre et je n'ai pas pu m'arrêter de lire la pile qu'il m'a passée. Donc ça a commencé par L'herbe et la feuille, j'ai lu de la poésie, il y avait un essai sur Mauriac, j'étais très gâtée par Yves. Et en fait, de là, Yves ayant remarqué qu'il avait suscité de l'intérêt, m'a proposé de me présenter Colette. Et Colette qui a eu la gentillesse de me parler de son mari, de me montrer l'endroit où il travaillait, tous ses tapuscrits. Ça a été une découverte formidable. Et pour une éditrice et pour quelqu'un qui travaille dans les livres, de voir la manière dont travaille un écrivain qu'on apprécie, voir ses textes, comment est-ce qu'il retravaillait, d'avoir toutes les indications de l'avant, c'est précieux et c'est incroyable. Donc c'était un super moment que Colette m'a permis de partager. Et là, elle m'a parlé d'un texte inédit. Et voici pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui. Donc, ça m'a donné envie donc, de demander une petite dérogation, même si le mot a l'air un peu sévère, à ma maison d'édition. Bon, bah, j'ai dit du théâtre et de la poésie, là c'est un roman, est-ce que... Et donc j'ai eu cette autorisation de travailler sur ce premier roman posthume de Michel Suffren. Donc moi j'ai une particularité quand même, c'est que je ne l'ai pas connu de son vivant, donc c'est vraiment un incroyable regret parce que ça a été vraiment un coup de cœur littéraire et donc c'était un petit peu ma petite manière d'apporter ma pierre, de le rencontrer après coup en tout cas. Et donc j'espère que les rencontres de ce soir, on va essayer de vous apporter quelque chose de complémentaire avec des personnes pour le coup, des amis, son épouse qui vont pouvoir vous parler aussi de la personne. Voilà pour les présentations générales. Je laisse la parole à peut-être Monsieur Urmic si vous voulez entamer. Avec plaisir, merci. Je veux dire d'abord le plaisir que j'ai d'être avec vous ce soir pour l'édition de ce livre posthume inédit de Michel Suffren. Alors, je ne dirais pas que j'étais un ami de Michel Suffren, j'ai eu, je dirais surtout, la chance, l'immense chance de le rencontrer, de le connaître avant d'être maire de Bordeaux. Et donc j'ai eu la chance de le côtoyer,
avoir des discussions avec lui sur le devenir de la ville, sur son amour passionné pour la ville de Bordeaux, parce que cela peut-être a contribué aussi à nous rapprocher. J'ai eu la chance de venir chez vous, Colette aussi, de découvrir votre maison et d'avoir des discussions nourries et toujours enrichies par cette belle personne qui était Michel, qui nous a quittés, je crois, il y a 7 ans maintenant, c'est ça? Vous avez quitté il y a 7 ans, et je tiens à dire qu'il est, et là je vais parler peut-être en qualité de premier magistrat de la ville de Bordeaux, il fait partie des grandes figures de l'histoire littéraire de Bordeaux. Ce qui me fascinait, je ne vous cache pas, c'était le fait qu'il ait pu connaître François Mauriac. J'étais un grand amateur de François Mauriac. Je n'ai pas connu, je crois qu'il est décédé en 1970, François Mauriac. Donc, oui, j'étais né, bien sûr, mais je n'étais pas bordelais. Donc, je n'ai pas connu de son vivant, si ce n'est à la télévision. Je n'ai pas connu François Mauriac, mais par contre, j'ai bien connu toute son œuvre littéraire et le bloc-notes que j'ai beaucoup apprécié. Et donc, de faire rencontrer Michel Suffren, qui avait connu François Mauriac, je ne vous cache pas, pour moi, c'était des moments particulièrement gratifiants. J'y allais avec une curiosité très gourmande pour discuter avec ce grand homme de lettres. Je lui suis aussi, je ne vous cache pas, très reconnaissant d'avoir contribué à faire connaître, à faire sortir de l'oubli ce qu'on appelle la génération perdue des écrivains, on les appelait les écrivains fauchés, c'est-à-dire ceux qui ont été effectivement fauchés au premier jour de la guerre de 1914-1918, au chemin des Dames par exemple, comme Jean de la Ville de Miremont et l'Horizon chimérique. Ça a été longtemps, un livre de chevet, l'Horizon chimérique. Je trouve ce livre absolument fabuleux. Je trouve que les Bordelais ne connaissent pas assez bien l'œuvre de Jean de la Ville de Miremont, et Michel a beaucoup contribué à faire connaître l'œuvre de Jean de la Ville de Miremont, l'œuvre poétique de Jean de la Ville de Miremont, mort bien sûr trop jeune. Et vous l'avez rappelé, une place de Bordeaux porte, et j'ai eu l'immense honneur de l'inaugurer, c'est Hélène de Linéa qui l'a dit, une place que j'ai inaugurée, vous me rappelez, c'était en 2021, une belle jolie place de Bordeaux, porte le nom de Michel Suffren. Je trouve que c'est déjà un bel hommage que lui rend la ville de Bordeaux. Je tiens à dire aussi qu'il y a quelques années, je n'étais pas maire du tout, mais la ville de Bordeaux a remis à Michel Suffren le grand prix littéraire de la ville pour l'ensemble de son œuvre. Donc son œuvre qui était déjà considérable avant même que vous ayez pris cette initiative. Je tiens vraiment à vous remercier d'avoir pris l'initiative. Ça n'a pas forcément été facile, de l'édition de la lisière, où on retrouve tous les thèmes qui lui sont chers quand on parcourt le livre, c'est-à-dire l'enfance, les relations humaines et cette nostalgie qu'il inspire. Et je dirais, pour revenir à le précédent, je dirais une nostalgie toute mauriacienne. Et je tiens vraiment à saluer le formidable travail que vous avez fait, Claire Porson, qui avait œuvré pour que ce texte inédit soit porté à la connaissance du public, avec la bienveillante complicité de Colette. J'ai cru comprendre que vous aviez beaucoup travaillé ensemble, que vous étiez ensemble glissés dans la prose de Michel pour transformer son manuscrit en livre. Je sais aussi l'investissement de Yves Simone pour mieux faire connaître encore mieux la pensée de Michel Suffren. Et chaque fois que Michel Suffren évoque l'enfance, moi je ne peux pas m'empêcher de penser à une phrase qu'il a dit il y a quelques années, que j'ai retenue, qui m'avait marqué. Moi qui me suis un peu essayé à l'écriture aussi, j'avais été très marqué par cette phrase de Michel Suffren, qui est la suivante. Il dit c'est l'homme qui écrit, mais c'est l'enfant qui dicte. Et je trouve ça très vrai. Je pense que tous les gens qui s'essaient peut-être un peu à écrire se rendent compte qu'à un moment donné, voilà, c'est l'homme ou l'adulte qui écrit, mais c'est l'enfant qui dicte. Et je trouve que c'est une très belle, c'est une très belle phrase de Michel Suffren. Donc voilà ce que je voulais tout simplement partager avec vous, en vous disant ce que je vous dis au début de propos. J'ai eu la chance inouïe de croiser la route, c'est l'expression, je pense, la plus adaptée, de croiser la route de Michel Suffren, et j'en garde, sachez-le, un souvenir voilà, très, très, très émouvant et surtout très, très enrichissant, et je suis content que vous ayez pris cette initiative.
D'abord, pour faire peut-être découvrir à des jeunes Bordelais qui ne connaissent pas encore Michel Suffrant, peut-être qu'ils vont s'initier en lisant La Lisière, et puis il y a tous ceux qui sont des amateurs, je dirais confirmés, de Michel Suffrant, de redécouvrir avec un grand plaisir, et grâce à votre entreprise, la magnifique prose de ce magnifique auteur bordelais dont tous ensemble on peut être très fiers. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut prendre les choses de manière chronologique. Je vais commencer par donner la parole à Colette pour en fait, parler, finalement, de me réexpliquer un petit peu ce que vous m'avez expliqué quand je suis venue chez vous. Donc, la manière dont travaillait votre mari, ces tabuscrits. Moi, j'ai eu le plaisir de voir ces livres à l'état de travail, toutes ces étapes, avant que l'on tienne ce livre dans les mains. Finalement de réexpliquer comme vous l'avez fait pour moi et nous offrir un petit peu ce témoignage. Je passe le micro. Tout d'abord, je tiens à remercier Claire qui a permis à ce livre de vivre, à Pierre Urmic pour son amitié, pour ses mots très, très amicaux. Michel aussi avait beaucoup d'amitié pour vous. Il partageait une passion, qui est aussi celle de mon fils, les arbres. Et je sais que vous vous êtes retrouvés souvent, ou place Gambetta, ou une autre place, parce qu'on allait abattre les arbres, et Michel était toujours aux premières. Et je me souviens, mon petit garçon avait à peine 4 ans, qu'on était déjà dans des manifestations pour pas qu'on abatte les arbres. Donc je crois que vous vous êtes souvent rencontrés pour défendre la vie de ces arbres. Je remercie aussi Yves Simone. C'est lui qui m'a permis de rencontrer Claire. Yves Simone, qui parle toujours de Michel, avait beaucoup d'amitié, et même dans sa préface, d'une manière paternelle, comme c'était très touchant. Nous avons partagé beaucoup de moments en commun avec Yves autour de la fois d'une bonne table, et on avait toujours des discussions très intéressantes, et Michel aimait beaucoup aussi Yves, avec qui il partageait aussi beaucoup d'idées. Et Yves, quand il accompagne des visiteurs, je sais que souvent il a évoqué Michel, et ça me touche aussi beaucoup. Donc tous les trois, je vous remercie infiniment, et je parle très mal parce que je suis très émue, car pour moi, quand Michel est parti, donc le 5 juillet, il y a 7 ans, après j'ai retrouvé ces textes, des textes qui ne m'avaient pas donné à saisir, parce que Michel ne travaillait qu'avec un stylo encre, même pas un stylo à bic, un stylo encre, et bien entendu l'ordinateur c'était pas son truc, hein, ça vraiment pas. Donc c'est moi qui saisissais les textes. Et ce texte, La Lisière, il ne me l'avait pas donné. Mais quand il est parti, en faisant du rangement, j'ai vu que ce texte était fini. Donc Michel écrivait très rapidement, mais vraiment rapidement. Mais après, il retravaillait ses textes. Et ce texte, La Lisière, il ne l'avait pas remis parce qu'il estimait sûrement qu'il aurait dû encore travailler davantage. Pour moi, ça a été extrêmement émouvant de reprendre ces textes, de voir son écriture. Je vous promets que c'était pas si facile que ça, mais quelque chose me portait et ça m'a permis d'aller jusqu'au bout. Quand Michel était à côté de moi, parfois, parce que bien sûr il écrivait parfois bien, mais parfois pas toujours très bien, donc il était à côté de moi, j'allais lui dire qu'est-ce que tu as mis là, je ne comprends pas. Mais là, je me suis retrouvée toute seule et personne à qui demander qu'est-ce que tu as écrit. Donc pour moi c'était bouleversant. Mais aujourd'hui, je suis très émue, mais aussi très heureuse que ce livre paraisse. Voilà. Donc voilà, donc Michel, comme je vous ai dit, écrivait avec un stylo encre, hein, pas de bic, rien. Il faisait des collages, il découpait, il faisait des collages. Donc ces manuscrits, c'était pas du 21 sur 27, hein, il y avait toutes les dimensions, du mini, du grand. Mais voilà. Et c'est ce que j'avais montré à Claire. Je pense que Michel a écrit plus de 80 ouvrages entre le théâtre, la poésie, voilà.
Et donc voilà, j'ai bien sûr conservé tous ces manuscrits. J'en ai confié 4 à la bibliothèque municipale parce qu'ils voulaient avoir un texte manuscrit en souvenir. Ils ont d'ailleurs été très surpris parce qu'en retournant les manuscrits, il y avait des formules de maths. Et ils me disaient qu'est-ce que c'est? Et j'ai dit oui, bah alors j'étais prof de maths et pour ne pas gaspiller le papier, je lui donnais mes. Alors il y avait derrière le devoir numéro 5 pour élèves de 6e, il y a tout. Voilà, il y a aussi mon programme de maths qui est à la bibliothèque. Ça paraît un peu bizarre, mais voilà l'explication. On ne gaspillait pas le papier. Voilà. Donc on récupère, on collait, on rajoutait, et ça fait des manuscrits un peu étranges, mais qui sont très touchants pour moi. Il y a d'autres textes, hein, il y a celui-ci, La Lisière, il y en a un autre, hein, Claire, Alter Ego, il n'y a pas l'incept, et il y en a plein qui ne sont pas terminés, parce que quand c'était terminé, il y avait une petite signature. Donc ceux-là sont terminés, et il y en a d'autres qui sont en attente. Mais comme disait mon frère, tu devrais tout saisir, et voilà, pour mon fils et pour mes petits-enfants. Voilà. D'ailleurs, ce texte, je l'ai dédié à mon petit-fils Andrea et ma petite-fille Alma, qui ont 2 ans et demi et 6 ans. Et je pense qu'ils seront plus tard très fiers de leur grand-père. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Pour compléter, c'est vrai que par rapport à tout ce travail, donc comme vous l'avez compris, le texte c'était un premier jet, donc on a dû le retravailler ensemble. C'est vrai qu'il y avait ce côté presque, je dirais, investigation. Il y a des phrases où, généralement, quand je travaille avec un auteur, on va faire ça à distance et on va se faire des questions-réponses par courriel. Là, on s'est vu vraiment, on a passé l'après-midi à s'interroger sur est-ce qu'on inverse tel mot, quel synonyme, quel... Et c'est vrai que ça a demandé un vrai travail d'investigation et c'était assez passionnant, très inhabituel pour un travail d'édition. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment captivant et c'était intéressant aussi d'avoir ce double regard avec Colette qui a énormément l'habitude, qui saisissait ses textes, qui le connaît parfaitement. Et à côté, le regard d'éditrice, donc on se complétait et c'était un travail très intéressant, très riche et très agréable. Et justement, vous parliez du fait que vous aviez plusieurs textes inédits de votre mari, et effectivement, on en avait parlé. Et je trouve très intéressant, parce qu'on reparlera de La Lisière tout à l'heure, hein, avant je fais un petit peu participer Yves, je ne pourrais pas non plus... Et c'est vrai que c'est très intéressant que ce texte-là soit le premier posthume à apparaître de Michel Suffren, puisqu'il y a vraiment cette thématique, sans trop en dévoiler, mais on en parlera un petit peu, cette thématique du temps, de la frontière entre les êtres, ce quelque chose finalement qu'à notre manière on a essayé d'estomper pour garder ce lien et donner une actualité à cet auteur qui le mérite amplement et que j'aurais vraiment aimé rencontrer. Donc voilà, c'était une rencontre grâce à Colette qui m'a permis un petit peu cette belle rencontre littéraire. Je vais un petit peu faire participer notre Yves Simone. Merci. J'aimerais bien un petit peu maintenant parler de l'auteur de manière peut-être un peu plus générale avant qu'on en arrive précisément à La Lisière. Et vous avez vraiment votre grand point commun avec Michel Suffren, ce qui vraiment vous unissait, c'était cette passion de Bordeaux qu'on retrouve dans plein de ses ouvrages. Donc tout à l'heure on parlait de La Génération perdue, donc Michel Suffren qui s'est démené, oui, qui a en tout cas beaucoup écrit, qui a fourni énormément d'efforts pour faire connaître toutes ces plumes bordelaise pour leur faire passer les années et les amener à la postérité auprès des nouvelles générations. Et grand amateur aussi de la ville de Bordeaux, qu'on retrouve dans beaucoup de ses livres, beaucoup de références aux rues. Je pense à Sébastien Le Chat, ou des ouvrages comme ça, où on se promène dans les rues de Bordeaux et c'est très agréable. Donc voilà, je voulais un petit peu avoir votre point de vue Merci Claire de me laisser la parole. Alors bon, j'aimerais pas faire redescendre, parce que je trouve que chacun des 3 intervenants est très bien intervenu, pardon, mais enfin voilà. J'allais dire, pour reprendre Colette, mais enfin elle m'a devancé, que c'est vrai qu'avec Pierre et Michel, il y avait une passion commune, bon, enfin, on va dire Bordeaux, c'est évident, mais surtout, c'est vrai, tous les deux sont auteurs. Bon, quand même, Michel a écrit
plus de 80 ouvrages, là, c'est quand même très impressionnant. Mais c'est vrai que les arbres, moi j'ai de suite pensé aux arbres, que vous aviez vraiment ça en commun. Voilà. Et donc, dans son jardin, mais enfin, Colette aussi a cette passion-là. Je sais comment il chérissait la nature, les arbres, les animaux. Bon, et c'est vrai que Michel, c'était quand même aussi l'attention qu'il portait aux gens, aux petites gens, comme mon grand personnage comme Mauriac, bien sûr. Moi aussi, il m'a décrit sa première rencontre avec Mauriac, quand je crois qu'il avait été le voir à Malaga, il avait écrit un livre, tout ça. Plusieurs fois, j'ai essayé de lui faire raconter. Enfin, c'est au moment d'une génération perdue. Voilà. Et c'est vrai qu'une génération perdue, quand je suis tombé sur ce livre, 65. Voilà. Et donc, c'était quand même très impressionnant. Mais alors moi, là, je prends ma casquette de guide de Bordeaux. Évidemment, c'est Bordeaux naguère qui m'a vraiment enchanté. C'était une illumination. Je pense que beaucoup d'autres gens le connaissent. D'abord, il y a un très beau choix de photographie à partir des années 1880. Et là, il y a tout le peuple de Bordeaux qui passe. Alors, les grands bourgeois, bien sûr, mais toute l'attention qui porte aussi aux petites gens et aux petits métiers de Bordeaux. Et chaque fois, il y a des images, mais c'est vrai que je trouvais magnifique. Par exemple, je sais pas moi, alors bon, je crois que je l'ai dit dans la préface, je sais pas si Claire me l'a pas sucré, mais enfin, elle était assez exigeante, elle avait raison. Il fallait qu'elle... Oui, c'est vrai. Bon, par exemple, pour parler des paveurs, les architectes, c'est très à la mode. Là, je ne sais pas si vous savez, ils parlent toujours du 4e mur. Ils pensent au toit. C'est vrai que les toitures, c'est important, etc. Mais lui, bon, tout simplement, il a pensé au sol, le sol pavé de Bordeaux. Et cet immense mur cloué au sol. L'image est très très belle. Enfin, il n'a que des images, je trouvais superbes. Pour les dockers de Bordeaux. Alors, il y a plein de métiers qui n'existent plus trop. Voilà, mais les dockers, autrefois, ils étaient très présents à Bordeaux. Pour les pêcheurs de morue, quand il dit qu'ils ont l'encre dans le sang, par exemple, là aussi, il y a plein d'images magnifiques comme ça. C'est vrai que ça m'avait complètement séduit. Et pour Claire, là, en fait, je trouve qu'elle a été un peu rapide parce que c'est vrai qu'elle m'a posé la question sur la place Michel Suffren. Bon, donc, moi, je dis que j'appréciais beaucoup le personnage. Je lui amène un livre, mais franchement, j'y croyais pas trop. De suite, elle l'a... Bam. Donc, je lui en ai amené un second. J'en ai pas amené une pile. Enfin, moi, j'ai le souvenir, je vous les ai amenés un par un, qu'elle les dévorait. Et c'est vrai que là où elle m'a fait un peu craquer dans le bon sens du terme, c'est que Michel... Alors, parce que il en souffrait un petit peu, bien qu'il était toujours très humble et il ne le disait jamais méchamment, mais c'est vrai qu'il aurait pu et il aurait dû avoir une grande carrière d'écrivain et il regrettait des fois de ne pas être monté à Paris parce qu'il avait quand même des pièces qui étaient passées sur France Culture, etc. etc. Et souvent les gens de Bordeaux le cantonnaient, enfin, ont une certaine intelligentsia, mais pas tous heureusement, hein, comme un écrivain bordelais, etc. Alors que, enfin, à mon avis, je pense que beaucoup de gens ici le pensent, mais c'était beaucoup plus, quoi. Il avait vraiment une portée universelle, quoi. Et à travers Bordeaux, ben oui, il a décrit l'humanité. Et donc, alors, à Claire, je lui porte le livre sur Mauriac, voilà. Et donc, il y a des livres faciles, entre guillemets, comme l'inspecteur Le Chat, là, qui se lit assez facilement. Il y a des petits romans qui ont l'air un petit peu comme Le Petit Prince, hein, ça peut se lire facilement, puis il y a aussi une deuxième dimension beaucoup plus intellectuelle, philosophique, bon, sans parler encore une fois de tout l'aspect poétique. Mais sur Mauriac, là, c'est un véritable livre d'universitaire, c'est-à-dire que, franchement, moi, j'ai toujours pas réussi à le finir, quoi, parce que chaque page, c'est lourd, c'est dense. Et Claire l'a avalé, alors là, j'étais bluffé, quoi. Et donc, là, je me suis dit, ah ouais, vraiment, c'est vraiment son métier d'être éditrice, écrivain. Et donc, oui, là, je me suis dit, je vais tenter d'en parler à Colette, qui, bien sûr, de suite a dit, oui, j'aimerais bien la connaître, etc. Et là, elles sont tombées sur un des manuscrits, donc, qui n'était pas tapuscrit, il faut dire, c'est ça, hein. Il n'était pas encore édité, donc voilà, tout s'est bien passé, voilà. Et c'est vrai que chaque fois qu'on mangeait ensemble avec Colette, il y avait toujours des invités, notamment Paul Lequet, que beaucoup de gens ont connu, un artiste que Michel et Colette portaient un peu à bout de bras, tout le monde portait Paul à bout de bras, hein, voilà. Et donc, eh bien, alors c'est souvent Paul qui prenait la parole comme ça, mais encore une fois, c'est vrai que
en plus de ses qualités littéraires et intellectuelles, mais il avait des qualités de cœur, parce que malheureusement, beaucoup d'artistes n'auront pas toujours, quoi, hein, qui peut être très égocentrique comme ça, et lui, presque tous ses ouvrages, à chaque fois, il parle des autres, il prend la défense des gens humbles, mais comme il peut prendre la défense des arbres, enfin voilà, c'est tout un univers. Voilà. Et donc c'est super qu'on se retrouve tous autour du livre, voilà. Alors effectivement, si vous m'en avez passé 3 au début. Hein. Alors pourquoi je dis ça aussi? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a assez subjuguée, c'est que dans les 3, je me souviens, il y avait l'herbe et la feuille, donc on est sur un texte, sur un récit court. Il y avait un recueil de poésie, donc j'ai oublié le nom pour le coup, un recueil de poésie, et il y avait l'essai de Mauriac. Et je me suis dit, on est sur une personne qui écrit l'essai, bon, je savais aussi qu'il écrivait du théâtre, vous me l'aviez dit, il va dans beaucoup de domaines quand même, cet auteur. Et dans chaque genre où j'ai pu le lire, à chaque fois c'était une nouvelle claque, donc je me suis dit, c'est formidable. Et je trouve qu'il y a un vrai travail d'orfèvre. Donc ce que j'ai trouvé tout de suite très agréable aussi, c'est que très rapidement, en lisant du Michel Suffren, je me suis retrouvée, bon je l'assume totalement, des fois je vais chercher des mots dans le dictionnaire, voilà. Parce que j'ai pas envie de passer à côté du sens. Je me dis, s'il a utilisé ce mot précisément, même si on comprend l'idée globale. Donc on a quelqu'un avec une richesse de plumes. Combien d'auteurs aujourd'hui nécessitent d'ouvrir un dictionnaire pour saisir le sens précis? Qui va aller chercher l'adjectif précis, le nom précis? Enfin, je veux pas faire c'était mieux avant, mais voilà, on a une littérature qui... Et là, je me retrouvais vraiment à aller chercher des sens, des finesses. On sent que chaque phrase a fait l'objet d'un quart d'heure peut-être de recherche du mot juste, et pouvoir confirmer ou non. Peut-être un quart d'heure, non. Ouais. On sent pour lui, il avait envie. Il avait beaucoup de vocabulaire, il était très cultivé, instruit. Moi, j'étais toujours en admiration devant lui, hein, parce que moi, j'étais vraiment pas... j'avais pas autant de vocabulaire que lui. Bah oui, j'étais que prof de maths. Donc... Avec des super équations derrière les... Donc voilà, il y a cette richesse, en tout cas ce côté orfèvre, moi qui m'a tout de suite touchée, et cette grande sensibilité qu'on retrouve jusque dans l'essai sur Mauriac, que je trouve d'un vivant. C'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est que je trouve que de parler de manière originale de Mauriac, en apportant des choses, on sent qu'il donne énormément de lui dans cet essai, et il y avait quelque chose de profondément humain et fort. Il y avait quelque chose de très personnel qui était mis dans cet ouvrage. Et moi, c'est vraiment l'essai sur Mauriac qui m'a fait me dire j'ai trouvé un auteur là. Voilà pour la petite présentation générale. Donc Michel Suffren, qui effectivement a écrit du théâtre, de la poésie, des essais, des romans. Qu'est-ce que j'oublie? Il a fait pas mal de biographies aussi. Des biographies, oui. Voilà, donc on est voilà, là c'est des confrontations, puisque quand même il a écrit des dialogues entre Montesquieu, par exemple, des philosophes, voilà, des poètes aussi, des rencontres de poètes, alors factices, hein, mais que ce soit Baudelaire ou voilà. Et alors, j'ai un peu le même rite, qui est parmi nous aussi, à monter quelques pièces. Voilà, là ça se passait à Bordeaux et c'était quand même très réussi. Il avait écrit La terrasse de Malanciel, voilà, où les trois âmes se rencontraient, Mauriac, Montesquieu et Montaigne. Voilà. Donc ça avait été joué à la barre, voilà, à la Brève. Par contre, ça n'a pas été joué à Montaigne. Il y a eu un problème, je sais lequel, mais ça n'avait pas été joué au château de Montaigne. Bon, tout ça pour dire que, comme le disait Claire, que c'est vrai qu'il tapait dans plusieurs registres. Quoi. Voilà, quoi. Ça aussi, c'est très impressionnant. Quoi. On est sur un auteur qui a quand même écrit plus de 80 livres dans des genres très différents, avec un vocabulaire incroyable. On se demande comment il a pu autant écrire de livres de qualité. Tout en étant médecin. Ben voilà, exactement. Et c'était pas un écrivain, entre guillemets, puisqu'il n'était que médecin. Enfin, évidemment, je m'amuse à dire ça, hein, parce que les deux professions sont tout à fait honorables, hein, bien sûr. Je vous propose qu'on parle un petit peu de la lisière. Oui, qu'on parle un petit peu de la lisière, donc ce premier livre posthume qui nous réunit ici
Donc la lisière, sans vous le... J'essaye de ne pas divulgacher, spoiler, chacun choisit sa version plus ou moins francisante. Je vais vous lire le petit... ce serait aussi intéressant d'avoir cette plume. Je vais vous lire On a mis une citation en 4e de couverture, avec un petit résumé après, pour que vous profitiez un peu de cette plume aussi et de cette écriture, et on garde le mystère du texte sans trop en dévoiler. Et après, on en parlera. Les gens, quand ils s'en vont, oh bien sûr, vous autres avez un mot pour cela, mais moi, je préfère dire quand ils s'en vont. En vérité, il leur suffit de reculer un peu. Tout juste, un tout petit peu. D'un pas ou deux, peut-être. Pas la peine d'aller bien loin, au bout du monde ou ailleurs. Ou nulle part. Du moment où ils ont passé la lisière, aussitôt leurs traits se brouillent, leur voix s'éteigne. Bon, pas entièrement. Quand on se souvient d'eux, ce qui persiste le plus longtemps, c'est encore leur sourire. Oui, leur tendre, leur ineffaçable sourire. Voilà, ça c'est le petit extrait qu'on a mis en 4e de couverture avant le petit résumé. Donc voilà, on est vraiment sur cette idée du souvenir, de cette lisière entre les gens. Il y a un côté très mauriacien, hein, vous allez voir dans ce roman, on sent un petit peu aussi ses inspirations. Et on sent dans la citation que je viens de lire, cette énorme douceur et ce côté très lumineux qui a été mis dans un texte quand même, donc vous avez compris la thématique, les gens quand ils s'en vont, cette idée de ce qui sépare les êtres du temps qui passe. Et rien que ce court extrait, je trouve, fait ressentir un petit peu la densité et la tonalité de ce qu'on peut retrouver dans cet ouvrage. Je ne sais pas si les personnes autour de moi veulent aussi dire un mot sur le texte, puisque vous l'avez lu, vous l'avez travaillé, vous l'avez plus que lu, Colette. Moi, personnellement, je ne sais pas ce qu'en pensent les gens qui ont pu lire le livre, mais j'ai aussi pensé au Grand Maulne, quoi, parce que c'est quand même... il se perd aussi, il y a un amour un peu lointain qu'il va essayer de retrouver dans le songe. On ne sait pas trop si c'est le songe, si c'est évanoui, s'il a été malade, il y a une certaine énigme, et puis il y a une lisière, donc c'est le nom, entre le jardin qui est familial, et puis à la lisière du jardin, il y a une partie un peu sauvage, justement, où il a cette apparition, enfin il y a tout ce côté... on rêve, quoi. Voilà. En même temps, c'est très doux, c'est vrai. Et puis, il y a quand même, c'est pareil, il y a toute une série de personnages autour. Le cousin qui est un peu brutasse, l'ami qui comprend moins bien, mais pour qui il a de la tendresse, on le sent. La grand-mère qui représente le souvenir, l'affection de la mère, et en même temps la distance qu'il doit prendre. Enfin, c'est vraiment d'une grande densité, quoi. Voilà, ben oui, on retrouve tout Michel, oui, c'est vrai aussi. C'est bien de faire le parallèle avec le Grand Maulne, avec Alain Fournier. Je crois que c'est la génération perdue aussi, Alain Fournier. Il aimait beaucoup ouais. le Grand Maulne. Oui, oui, puis c'est un grand bordelais aussi, hein. Il faut le citer, un grand auteur bordelais, l'époux d'Isabelle Rivière. Et c'est vrai qu'il y a une inspiration aussi d'Alain Fournier. Voilà. L'expression « les gens quand ils s'en vont », ça me fait penser à une réflexion que j'aime beaucoup, et je pense que c'est aussi la vision de Michel Suffren, mais je ne sais plus qui c'est qui a dit, il a dit les morts ne sont pas des absents, ce sont des invisibles. Et je trouve ça correspond vraiment aux gens qui s'en vont, c'est-à-dire ils s'en vont pas complètement, c'est des absents, mais c'est des invisibles, mais c'est pas des absents. J'espère que c'est le cas aujourd'hui pour Michel. Voilà, c'est ça. Il n'est pas absent. Et puis, tout à l'heure, on parlait du fait que Michel avait choisi de rester à Bordeaux, et il n'a pas été très mauriacien dans cette attitude-là, parce qu'on dit que Mauriac avait compris jeune qu'il avait beaucoup de talent, il était très sûr de son talent, donc il avait décidé, pour précisément faire mieux connaître son talent, il fallait qu'il aille à Paris, et c'est ce qu'il a fait, et c'est ce que Michel Suffren n'a jamais voulu faire, et en cela il me fait penser aussi à un autre auteur bordelais, dont je suis très très proche, et qui s'appelle Jacques Ellul, qui est un des penseurs majeurs du XXe siècle. Donc la pensée sur la technique, quand on réfléchit à l'intelligence artificielle, on ne peut pas s'empêcher de ne pas penser aux réflexions de Jacques Ellul sur la technique, l'emprise technicienne. Et Jacques Ellul aussi avait fait le même choix que Michel Suffren, c'est-à-dire je vais rester à Bordeaux, je n'irai pas à Paris. Et c'est de vrais provinciaux.
Et lui l'avait écrit avec son ami, il avait créé le personnalisme, oui, Charbonneau, Bernard Charbonneau, ils avaient créé le personnalisme gascon pour bien montrer leur ancrage régional, le personnalisme gascon. Mais c'est de vrais choix de grands auteurs qui sont restés très fidèles à la ville de Bordeaux, à tel enseigne qu'ils n'ont pas voulu non plus partager ça avec une gloire plus importante que leur aurait donné certaines fréquentations parisiennes. Et je pense que c'est vraiment tout à leur honneur. Et c'est bien d'insister sur cet ancrage bordelais de ces grands écrivains, ces grands auteurs. Et finalement, la boucle est bouclée puisqu'on se retrouve à Bordeaux pour cet hommage. Et voilà, Bordeaux le lui rend aussi. Et c'est important. Et c'est bien que vous ayez bravé le 10 septembre pour qu'on se retrouve tous pour cet hommage. C'est très important. Et oui, alors pour cet ouvrage précisément, donc on a parlé aussi un petit peu de quoi ça pouvait nous faire penser. Moi, c'est vrai que spontanément, j'ai aussi beaucoup pensé à Mauriac avec ce côté l'enfance comme presque un paradis perdu, d'immaculé. Enfin, moi, c'est tout de suite ça qui est venu, ce côté le temps qui étiole. Enfin, il y a cette thématique très diffuse, mais avec beaucoup de douceur et de luminosité par-dessus. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans quand même plusieurs de ces ouvrages. Moi, j'ai été très marquée par Entre deux rives, qui fait partie de la trilogie que m'a sorti Yves pour démarrer les hostilités. Et Entre deux rives, qui est un recueil de nouvelles, et dans chaque nouvelle, il y a cette même thématique du temps. Dans une des nouvelles, il y avait cette thématique de la nuit, comme si la nuit, les rues du jour changeaient totalement, et comme si les esprits se promenaient dans les rues et qu'on pouvait communiquer avec d'autres époques. On retrouve toujours cette douceur où on a l'impression de se promener dans des rues calmes, douces, apaisées, et quelque chose de très poétique et presque magique. Je trouve qu'on est presque dans du... Ouais, c'est presque merveilleux d'une certaine manière. C'est très beau et ça fait vraiment du bien à lire. Et en même temps, il y a cette frontière qui s'estompe et ces êtres qui arrivent à communiquer dans les rues nocturnes de Bordeaux. Quelques autres nouvelles, je pense à Lille, pour ceux à qui ça parlerait, qui ont Entre deux rives en tête. Lille aussi avec un personnage enfantin qui ressemble un petit peu au petit Fabien. Donc on a un personnage féminin, une petite fille, qui pareil, expérimente, découvre cette frontière entre les êtres. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans pas mal d'ouvrages. Et Yves continue aussi de me balancer régulièrement des livres. Et là j'ai découvert Frontalière, donc déjà Frontalière à la lisière, je doute que... Et effectivement, je retrouve une thématique assez similaire. Voilà, je suis en train de le découvrir. Et déjà, il y a l'histoire des photographies sépia, de se pencher sur une ancienne photo pour la faire revivre. Je me dis, on est vraiment sur un leitmotiv qu'on retrouve assez régulièrement et que je trouve vraiment très très intéressant. Si vous voulez, quand vous voulez. Non, une anecdote. Aujourd'hui, je mets un peu d'ordre. J'ai justement retrouvé les photos des parents, des grands-parents de Michel. Et justement, c'était couleur sépia. Et c'était très étonnant qu'aujourd'hui, je retombe sur ces photos. Et il y a un lien avec la lisière. Est-ce que, parce que j'ai peur de dévoiler un petit peu trop l'intrigue. Je pense qu'il y a vraiment aussi ce côté où c'est intéressant de se surprendre dans cette histoire avec cette lisière et ce côté un petit peu, cette partie ténébreuse du jardin. Donc, j'essaie de ne pas trop vous en dire, mais là, peut-être qu'il y a des remarques, des personnes qui veulent dire quelque chose. Peut-être juste ça serait vers il a écrit ça quand? Vers la fin de sa vie, c'est un des derniers textes. Pardon? Est-ce que c'est un des derniers textes qu'il ait écrit? La lisière. La lisière. Je pense que oui, puisque si il m'aurait donné en main propre, donc il m'aurait dit de le saisir. Donc c'est un des derniers textes, oui, je pense que c'est l'année qui a précédé son départ. Et question subsidiaire, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, donc il y en a deux autres. Et avec une intention de... Oui, il y en a deux autres. Tu veux être éditeur peut-être? Non. Je plaisante. Un autre qui s'appelle Alter Ego et un autre, alors un gros volume qui s'appelle Palimpseste. Et il y a aussi des textes qui sont inachevés, mais ces deux dont je vous parle, Alter Ego, ça y est, je l'ai saisi complètement. Palimpseste, il en reste 4-5 pages. J'avoue que je tarde un peu à le faire parce que pour l'instant, j'ai encore comme ça son écriture sous les yeux. Et
Ensuite, j'ai des textes inachevés, des petits textes, mais je pense que je vais tout saisir pour les avoir comme ça en mémoire. Voilà. Ah, oui. Alors moi, je voulais d'abord vous remercier de nous donner l'occasion de penser à Michel Suffren, de le revoir presque. C'était Frères d'âme. Absolument. Vous voyez, je m'en souviens. Absolument, absolument. Et je suis très ému à être là. Merci beaucoup Colette, Yves, Monsieur le maire et Claire. D'ailleurs, c'est grâce à vous que je sais que cette rencontre était là, parce que j'ai vu votre publication Facebook. Vous disiez, après la manif, il faut venir ici. Et figurez-vous que je me suis trompé, je ne sais pas pourquoi, je suis allé à Mola. Et donc j'ai pris la flotte tout au long sur mon vélo. Bon, j'espère que Hélène ne m'entend pas. J'espère qu'Hélène n'est pas là. J'espère qu'elle ne m'entend pas. Non, c'est pour dire que j'ai vraiment connu Michel tardivement, mais il a eu une très forte influence sur moi. Moi qui ai eu, avec l'intelligentsia bordelaise du 19e et 20e siècle, beaucoup de reproches à leur faire, c'était quelqu'un de courageux. Courageux physiquement, courageux intellectuellement. Et c'est vrai que, Colette, tu parlais de Frères d'âme. C'est lui qui m'a permis de faire cette exposition, finalement, de trouver ce titre. Puisque j'ai fait une exposition sur la... Frères d'âme, c'était... Voilà, je voulais faire une exposition sur la Première Guerre mondiale, que je voulais appeler Frères d'armes. Voilà. Et grâce à lui, cette exposition s'est appelée Frères d'âme, puisqu'il m'a dit que c'était une fraternité d'âmes dans la tranchée de la Première Guerre mondiale. Noirs ou blancs, riches ou pauvres, ont partagé la même chose. Et grâce à lui, deux personnages bordelais, c'est comme ça que j'ai connu La Génération perdue et que je l'ai aimé. Parce que j'ai lu ce livre, et vraiment, sa description de ces personnages, de leur vie intime, mais aussi des territoires de notre grande ville, c'était incroyable. Et grâce à lui, Jean de la Ville de Miremont et Georges Pancol ont été les deux personnages parmi les 14 de l'exposition Frères d'âme. Et par la suite, en 2018, pour les 20 ans de mon association, il avait écrit un texte sur les affranchis, qui est une sorte de balade nocturne qu'on a fait dans Bordeaux. Voilà, je voulais dire vraiment combien son œuvre, son attachement à Bordeaux nous parle. Nous autres aussi qui avons choisi de rester dans cette ville et de la pousser vers le plus de vérité, le plus de justice. Voilà. Donc merci de nous donner cette occasion de penser à lui. Merci. Merci. C'est vrai que ça c'est aussi quelque chose que je trouve admirable. On a parlé plusieurs fois du côté de rester à Bordeaux et de lutter artistiquement de Bordeaux. C'est vrai que c'est quelque chose pour venir plutôt du milieu du théâtre, J'arrive à ne pas articuler en disant ça. C'est vrai que souvent j'entends pourquoi tu vas pas à Paris, c'est toujours le même sempiternel refrain. Et c'est difficile aussi d'expliquer que c'est un choix, que c'est ma ville et qu'en fait si tout le monde fait ça, ça n'arrangera jamais le problème. Et je fais partie précisément de ces personnes, de ces modèles qui ont montré qu'on peut avoir une belle carrière en restant à Bordeaux. Et ça donne un modèle. Et, voilà. Et pour revenir à ce qui a été dit précédemment, effectivement, le fait qu'il y ait d'autres textes inédits peut éventuellement, en tout cas de mon côté, qui sait, si on veut remettre ça, en tout cas moi ça serait avec plaisir. Est-ce que quelqu'un... Je pourrais vous poser une question, puisque vous êtes des co-auteurs un peu de ce livre, par rapport au texte initial de ce livre, il y a une distance. Alors comment vous situez-vous par rapport à trois possibilités, soit le risque de trahison, soit la volonté de fidélité, et soit la tentation de valoriser? Non, ça a été une fidélité. Voilà. Ça a été une fidélité. C'était une fidélité, parce que moi j'y tenais vraiment. Et c'était des petites corrections, disons, grammaticales, d'accords. On n'a jamais refait un texte. Hein. Alors parfois il y avait à deux endroits des répétitions, mais c'est infime. Si Michel avait été là, c'est ce qu'on aurait fait avec lui. Je l'ai fait avec Claire. Mais on n'a pas touché au texte. C'est ponctuation, quelques fautes d'orthographe, des répétitions, mais ça s'arrêtait là. On n'a pas touché au texte. N'est-ce pas, Claire? Oui.
Alors, déjà, par rapport à ce que vous disiez sur la tentation de l'amélioration, là, ça ne risquait pas du tout. Moi, j'avais le problème inverse. J'avais l'impression qu'on me donnait des pinceaux et qu'on me disait vas-y, retravaille la Joconde presque. On se dit j'ose toucher à rien. Donc, le problème, c'était quand on voyait effectivement qu'il y avait une répétition ou quelque chose, et que là, on n'avait pas le choix et qu'on disait faut changer un mot. Lui, il l'aurait fait. C'est ça, mais en fait, moi, c'était plus le souci inverse, parce que quand on connaît l'exigence et la précision de l'auteur, c'est compliqué de se dire... Donc oui, moi, c'était plus l'inverse, discrétion et de ne pas oser. Après, bah, quand il y a une répétition, effectivement, il faut chercher un synonyme. Donc, dans ce cas-là, on réfléchissait ensemble. Colette était très utile aussi pour savoir quels étaient les mots plus habituels, ce que lui aurait mis, parce qu'elle connaît bien son vocabulaire. Donc, mais on a très peu retouché. Franchement, c'était de l'ordre... On a voilà, quelques virgules, quelques petites répétitions, mais franchement, on s'est retrouvé avec un premier jet vraiment qui ne nécessitait quasiment pas de retravail par rapport à ce qu'on peut voir des fois sur des textes aboutis, vraiment tiqués comme tels, sans voir... voilà, donc non, c'était... J'ai eu l'occasion de rencontrer Michel Suffrand dans les années 90, si je me souviens, 90-93. Je l'avais interviewé du ton que je pigeais pour la presse culturelle locale et régionale. Et j'étais au moment de la publication, de la sortie d'un ouvrage sur Bordeaux. Comment ça s'appelle bon, bref. Donc, il m'avait reçu extrêmement gentiment. Votre petit garçon, d'ailleurs, tout petit à cette époque-là, était venu nous rejoindre. Sans doute. Était venu nous rejoindre et s'était pris les pieds dans les miens. Et c'était absolument charmant. Ça avait été un moment absolument charmant. Je m'en souviens encore. Et tout cela pour dire que Michel Suffrand m'avait dédicacé donc sur cet ouvrage avec un très beau dessin, très aérien, c'est vrai, on n'en a pas parlé, qu'il avait effectivement nommé la figure de Bordeaux. Donc j'ai encore cet ouvrage bien entendu, et cela fait partie de l'un de mes trésors. Voilà. C'est vrai, parmi les nombreuses casquettes, une de plus dessinée très bien aussi. Il y a une autre personne aussi qui... Oui, moi je ne connaissais pas Michel Suffrand, comme du nom, j'ai découvert avec grand plaisir ce livre de la Lisière. Et vous parliez de l'étymologie des mots, je pense que indemne, ça veut dire échapper à son destin, rester à côté de son destin. Et lui, en l'occurrence, dans sa préface, enfin, Michel Suffrand, le narrateur, dit qu'on ne revient pas indemne. Alors moi, je me suis interrogé sur le sens, alors sans divulguer l'histoire. La 4e couverture parle de quête de paradis perdu, donc je me suis interrogé sur le sens qu'avait eu pour lui dans son œuvre ou dans sa vie cette espèce de quête qu'il décrit si bien ici. Est-ce que c'est simplement un thème mauriacien ou est-ce que c'est quelque chose qui l'a marqué Je pense que il y a un thème mauriacien, mais aussi Michel pense, comme je pense, qu'il y a un après. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais que les personnes qu'on ne voit pas restent toujours auprès de nous, au moins dans notre cœur et notre esprit. Et moi, à la sortie de ce livre, ça a été beaucoup d'émotions, mais c'est aussi une manière que Michel reste vivant dans nos esprits, dans nos pensées et notre cœur. Voilà. Et même si on est sur quelque chose de mauriacien dans la thématique, effectivement, le fait de ne pas en revenir indemne, je trouve vraiment qu'on a aussi une couleur très particulière. Donc, je parlais de la Lisière, de la Frontalière, de tous ces textes, on retrouve cette même thématique. Chez Mauriac, je trouve, bon, je vais prendre un exemple un peu bateau de Thérèse d'Esquerro, voilà, elle s'étiole d'une manière assez... et Mauriac a voulu lui laisser une seconde chance avec La fin de la nuit, et même dans La fin de la nuit, on sent que ce personnage est, d'une certaine manière, pas damné, mais
il y a quelque chose de très fatal, désespérant, d'assez violent, je trouve, chez Mauriac. Et dans l'approche de cette thématique, je trouve que chez Michel Suffren, c'est un truc que je trouve assez formidable. Il y a une douceur, il y a vraiment quelque chose de très lumineux quoi, dans cette même thématique. Donc, ce que vous disiez sur la croyance aussi en l'au-delà, il y a vraiment quelque chose de très apaisant. Et je trouve que ce presque paradoxe à traiter ce sujet, cette large thématique, avec cette douceur et ce regard, avec ces personnages enfantins, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui lui est très propre, très, qui est assez incroyable. Si quelqu'un veut compléter, côté gauche de cette table. Merci. Ah oui. Non, non, mais je voulais juste... Oui. Non, mais ce que vous dites, ça rapproche ce que je disais tout à l'heure, c'est l'homme qui a écrit, et c'est l'enfant qui dicte. Hein. Ça, je trouve que ça résume très bien Michel Suffren. Hein, c'est Voltaire. Vous allez poser une question? Oui, il y a encore du temps pour nous, oui, c'est... Non, c'est bon. Tout à l'heure, on a 5 minutes. Yves disait, voilà, vous l'avez dit, Michel Suffren a écrit dans tous les genres. Hein. Tu as posé la question à Colette, et Colette a complété, oui, le théâtre aussi. Vous avez oublié Michel Suffren, au-delà de tous les genres connus, il a préfacé énormément. C'était aussi sa contribution. Michel Suffren, tu disais, oui, il a souffert un tout petit peu du fait de ne pas aller à Paris, de voir qu'effectivement, il a écrit un ouvrage majeur. Que vous qui êtes éditrice, j'aimerais que vous vous intéressiez parce qu'aujourd'hui, ce livre est perdu qui s'appelle La Nuit de Dieu. Ah, la nuit de Dieu, quand on le lit, on ne sort pas indemne. On lit, on rentre là, on se dit, mais voilà. Et ce livre, malheureusement, il y a très peu de gens. On parle de la terrasse de Manancière, on parle de Génération perdue, mais tous ces livres-là, etc. Mais la nuit de Dieu. Michel n'était pas quelqu'un à partir. Dans la vie, il y en a qui partent et d'autres qui restent. Il était celui qui reste, qui recevait. C'était à l'image d'un arbre qui reçoit ces oiseaux qui viennent picorer, qui viennent chercher un titre pour son exposition, qui une préface, qui une... J'ai eu la chance, ou la malchance, je ne sais pas exactement, de ma vie d'avoir fréquenté les deux géants qui représentaient à cette période-là, Manciette et Michel Suffren. Manciette était quelqu'un qui choisissait. C'est Manciette, oui, Bernard, oui. Les deux, en fait, voilà, était quelqu'un qui choisissait ses liens, ses thèmes, et alors que Michel Suffren était quelqu'un qui accueillait tout, n'importe qui. Je ne sais aucun auteur à qui Michel Suffren ait fermé la porte. Y compris même dans des choses, Colette est encore là présente. J'étais un peu plus jeune, je n'avais pas peut-être encore cette petite reconnaissance. C'est la reconnaissance qu'il y a. Michel Suffren organise mon anniversaire. Colette, tu te souviens? Voilà. Donc, c'était ça, cet homme qui donne, qui est là à recevoir pour donner aux autres, pour qu'eux puissent s'envoler. Il a consacré sa vie à mourir, vous le dites abondamment, etc. Donc, c'était cet homme-là qui, bon, oui, c'était un écrivain, mais il n'écrivait pas pour prédisposer une certaine, parce que les écrivains, on les classe, il y a le poète, il y a ceci, le prosateur, le théâtre, etc. Mais il respirait tout cela. Il a consacré sa vie à Bordeaux. Bordeaux ne lui a pas beaucoup rendu. À l'époque, il y avait un de ses contemporains qui s'appelait, il était, comment son nom, Christian Jean-Di Cazot. Ah oui. Ah, on s'était réunis en disant effectivement, quelqu'un comme Michel Suffren, il faut lui donner, mais avait-il besoin de cela? Je ne pense pas, mais il a été là. Et chacun d'entre nous a picoré, a respiré dans la main de Michel Suffren. Et c'est ça qui fonde l'homme. Alors, vous qui êtes éditrice, je vous lance cela. Aujourd'hui, je crois que les doigts sont tombés. La nuit de Dieu. Quand je vais quelque part et que j'ai quasiment, parce que bon, on a été très très proches. Il m'a présenté des gens, mais je vois des jeunes qui sont ici. Je vois ceux qui... c'était un homme de pont qui établissait des passerelles entre les uns et les autres. Ça lui suffisait. Voilà. Nous qui sommes là, d'autres qui sont à l'extérieur. Voilà l'homme qui était Michel Suffren. Au lendemain, des applaudissements, parce qu'il ne fallait pas qu'il parte comme ça. J'ai commis cette bêtise de dire, on ne peut pas laisser Michel Suffren partir comme ça. On applaudit dans cette église. Et il faudrait, il y a un homme humble, un écrivain de Bordeaux,
voudrait le lendemain se retrouver, justement pour dire tout le mal possible qu'on pensait de Michel Suffren. Et c'était ça, cet homme qui ne savait pas recevoir, mais qui donnait énormément. Voilà, j'ai fini. Je crois que là, sauf si quelqu'un d'autre veut s'exprimer, on a un super mot de la fin. Oui, merci Gabriel Kounji de votre intervention qui me touche aussi infiniment. Et Michel, vous appréciez aussi beaucoup. C'était votre anniversaire le 8 avril, je crois. En tout cas, merci d'être là et pour votre intervention. La Nuit de Dieu était parue chez Albin Michel. Michel a failli avoir le prix Renaudot. Il avait été lu par quelqu'un qui est connu quand même, Ionesco. Et Ionesco, un jour, le téléphone sonne, et c'était Ionesco qui disait à Michel, je veux que vous veniez me voir. Il lui donne son adresse, son code, voilà. Et malheureusement, on ne l'a pas fait, et nous n'y sommes pas allés, on l'a toujours regretté. Mais il avait dit, je ne comprends pas que cet écrivain soit si peu connu. Et ça, c'est un message qu'il avait écrit, je ne sais plus. Dans un de ses livres, il avait écrit que Michel Suffren était un écrivain qui était peu connu et qui ne comprenait pas. Mais Michel avait été très touché par ce coup de téléphone de Ionesco et il a toujours regretté de ne pas avoir rendu la visite qu'il attendait. Voilà, merci. Merci pour ce mot. Et sauf si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Je trouve que c'est un mot aussi qui conclut très bien. Et par rapport à... Je peux peut-être oui je peux parler de... J'étais professeure et mes élèves, quand il a été hospitalisé, je lui ai envoyé, mes petits 6e ou 5e, ils ont écrit une lettre pour le soutenir. Et ils ont eu la chance de recevoir un merveilleux dessin. Ils m'avaient demandé la liste de mes élèves. Et chaque élève pouvait afficher dans sa chambre un petit mot personnel de Michel Suffren. Et ça le résume complètement. Et ça c'est bien Michel. Oui, voilà. Par rapport à ce que vous disiez, effectivement, sur Michel a beaucoup donné à Bordeaux et Bordeaux ne lui a pas assez rendu. Enfin, je crois que c'est à peu près ces mots-là. Vous avez dit quelque chose comme ça. Mais je trouve qu'aujourd'hui, pour le coup... Hein non, c'est un jeu de mots. Ah, d'accord. Je n'ai pas suivi ce qui se passe du coup. ces mots-là. Ah, d'accord. D'accord. Et voilà, je trouve qu'aujourd'hui, pour le coup, Bordeaux lui rend bien et j'aimerais remercier la machine à lire pour l'accueil, pour cet hommage et cette sortie de cette édition, cette première édition posthume. Et je veux remercier Hélène Lémiris qui nous accueille aujourd'hui, mais surtout après le départ de Michel, elle avec, je ne sais plus le nom, vous avez republié 2 textes de Michel sur son enfance et sur Montréal. C'est avec Elitis. Non, c'était avec le Festin. Le Festin, excusez-moi. Mais 2 livres, donc, après le départ de Michel, ont été republiés grâce à Hélène et au Festin. Et ça aussi, ça m'a beaucoup touchée. Merci. Et j'aimerais aussi remercier Yves Simon, Pierre Urmic et Colette Suffren d'être avec nous et d'avoir chacun partagé leur expérience, leur rapport à Michel Suffren, nous avoir fait partager toutes ces belles choses. Et à vous aussi, puisque vous étiez riche d'anecdotes, c'est très... C'était un beau moment plein d'émotions. Donc merci à tous aussi d'être venus partager ça avec nous.